Bienvenue dans 88 images par seconde, où je reviens chaque semaine sur les sorties nationales au cinéma et en VOD. She Said. Maria Schroeder revient avec l'adaptation du livre enquête du même nom coécrit par les journalistes du New York Times, Jodie Cantor et Megan Towey, qui ont révélé l'affaire Weinstein. Le film est très classique dans le genre, mais nous montre très bien comment cela a été difficile à mener à bien et que ce n'était pas la première fois que des journalistes tentaient de mettre au jour ces agissements. La réalisation est simple mais efficace, les actrices sont vraiment bien dans leur rôle, mais avant tout, les personnes s'étant exprimées à l'époque sont terriblement courageuses et le film leur rend hommage. Un film qui nous rappelle que le combat n'est pas fini et que nombre d'hommes abusent encore de leur pouvoir. 7 sur 10. Aucun ours. Jafar Panahi nous livre une fois de plus à un film tourné clandestinement dans lequel il joue son propre rôle et réalise un film dans lequel il se met en porte-à-faux car malgré sa bien-pensance, il n'est pas à l'abri de mettre les autres en danger. Personnellement, même si je trouve que le fond est intéressant, je n'aime pas trop sa démarche et c'est ce qui me gâche l'expérience. Le fait qu'il se mette toujours en avant dans ses films est un aspect que je n'apprécie pas beaucoup, car il pourrait faire les mêmes films à quelque chose près sans avoir à jouer dedans. Sinon, le film est en deux parties, une sur le tournage d'un de ses films donc, et l'autre sur lui dans un village dirigeant donc son film de loin. Bizarrement, c'est la partie la plus longue et la moins intéressante. Pas une réussite à mes yeux, 4 sur 10. Les miens. Dans cette comédie dramatique, Roche Dizem se livre quelque peu, vu que pour cette histoire, il s'est inspiré d'un réel accident qu'a eu son petit frère. On sent justement une réelle sincérité dans ce récit, les personnages et la façon dont la famille est représentée. C'est drôle et triste à la fois, les situations sont très vraies, on sent un réel lien entre les personnages, c'est très bien fait. Pour la réalisation, il y a toutes les scènes en plan séquence avec deux caméras permettant cette sincérité à l'écran. La photographie est chaleureuse, puis chaque acteur colle parfaitement au personnage qu'il incarne. Une réussite, un bon film familial, 7 sur 10. Bones and Hole. Un film de genre où le réalisateur utilise le cannibalisme comme métaphore sur la manière dont nous pouvons surmonter nos émotions, les contrôler si cela est possible. Graphiquement, ils sont représentés par des marginaux avec un certain aspect vampirique, puisqu'ils peuvent sentir les leurs de très loin. C'est très original, l'ambiance road movie est très bien rendue à travers la réalisation avec une magnifique photographie. Le casting est bon, beaucoup de têtes connues dans les seconds rôles, ce qui apporte un certain cachet au film. Il s'agit de l'adaptation du roman éponyme de Camille De Angelis. Je ne l'ai pas lu, mais franchement, ça donne envie. Un bon film, encore une fois, de la part du réalisateur de Call Me By Your Name. 7 sur 10. Le Menu, un film d'horreur et de cuisine assez original, même si le principe est assez simple. Les droitards en sueur devant le film, ce dernier méprisant les riches qui n'ont aucun respect pour l'art culinaire. La réalisation et la direction artistique participent largement à l'ambiance anxiogène qui se dégage de la brigade de cuisine et de l'île où tout se déroule. Le casting est vraiment bon, car même en dehors des acteurs les plus connus, certains personnages sont incarnés par des gueules dont vous vous souviendrez encore longtemps après le visionnage. Un pari plus que réussi à mes yeux, même si je peux comprendre que ça ne plaise pas à tout le monde. 7 sur 10. Ino, le nouveau long métrage d'animation de Masaaki Yuasa est encore une fois musical, mais se déroule dans le Japon de 600 ans en arrière, dans une adaptation du roman Le Roi Chien de Hideo Fukuhama. L'animation est plutôt de qualité, comme souvent chez Yuasa. L'histoire, quant à elle, est assez simple mais efficace. Les musiques et les prestations scéniques sont bonnes, même si la dernière a un poil trop d'irrationalité à mon goût. Niveau narration, cependant, le fait qu'on ait plus ou moins deux personnages principaux font un sacré bordel par moment, c'est dommage. 6 sur 10. Les nageuses, un chouette film revenant sur le parcours des sœurs Mardini, deux nageuses qui ont fui la Syrie en pleine guerre civile pour finalement concourir au JO de Rio en 2016. La réalisation n'est pas transcendante mais est assez efficace, les actrices et la force du film, car c'est elles qui portent le film sur leurs épaules. L'histoire étant tellement folle, ça ne pouvait que faire un bon film, même si ce dernier n'est pas exempt de défauts. Un doublage pas toujours réussi, des SFX pas toujours au top, mais cela n'est au final pas grand chose. On ne voit pas passer le temps, tant c'est prenant, donc n'hésitez pas à le voir, 6 sur 10. Bonne nuit Hopi, documentaire sur les rovers jumeaux Spirit et Opportunity, qui avaient comme mission d'explorer Mars pendant au moins 90 jours martiens. Ce fut plus qu'une réussite, puisque Opportunity y restera actif
15 ans, à la suite de quoi une nouvelle mission voit le jour avec persévérance, une épopée formidable pour tous les passionnés d'astronomie avec de chouettes images d'archives, des témoignages des équipes et bien évidemment des reconstitutions en synthèse très réussies. Sympa, 6 sur 10. Les Gardiens de la Galaxie, Holiday Special. Téléfilm de Noël dans l'univers des Gardiens de la Galaxie. Alors c'est choupi, mais venant de James Gunn, je m'attendais à un truc beaucoup plus fou, et on a quelque chose de très lisse, totalement dans les clous, ce qui est un gâchis dans un tel univers. Après, je ne vais pas nier que j'ai trouvé le moment entre Mantis et Star-Lord touchant, mais toute cette dépense d'argent pour un tel résultat me révolte, surtout que la partie animée n'est pas très belle, alors que c'est très court finalement. Si vous savez ce que vous allez voir, et que ça vous tente, pourquoi pas, mais c'est pas pour moi. 4 sur 10. Mais rendez-vous avec Léo, un film sur l'acceptation de soi à travers d'excellents dialogues entre un jeune prostitué et une sexagénaire, qui fonctionne surtout grâce à l'interprétation du duo, Emma Thompson et Daryl McCormack. Si le film ose certains plans assez graphiques, on sent tout de même que le long métrage est assez lisse, tant tout se déroule dans le meilleur des mondes, même s'il soulève certaines difficultés. Pas inintéressant, mais un peu simple, 6 sur 10. Annie Colère. Film revenant sur le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, un mouvement oublié, celui-ci ayant été fondé en 1973. La loi Veil arrivant, elle, en 1975. On suit donc le combat de ces femmes et médecins dans une représentation chaleureuse et tendre qui va à l'inverse des représentations habituelles des avortements. Ici, rien de glauque, au contraire, on voit comment la méthode Karman est bien plus simple et sans danger. On voit également que la lutte féministe de l'époque est tombée à l'eau à cause de la loi Veil, et qu'aujourd'hui, la situation a malheureusement peu évolué, même si cela est devenu plus courant, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle souhaitait. Un beau film avec un casting extraordinaire, à voir, 7 sur 10. Fumer fait tousser, comédie absurde de Quentin Dupieux, qui est quelque part une parodie de Super Sentai à la française. On reconnaît tout de suite son style à travers sa photographie, notamment, le ton décalé et son casting gargantuesque, loin d'être l'un de mes préférés, vu que c'est plus ou moins un film à sketch et que cela n'est pas mon fort. Pourtant, ce que ça raconte sur les hommes est très intéressant, même si le constat n'est pas forcément glorieux. Bref, un film de Quentin Dupieux, quoi. Donc 6 sur 10. She Will. Premier long métrage de Charlotte Colbert, produit par Dario Argento. On était en droit d'avoir certaines attentes, pour ma part, ça ne les atteint pas. Si on sent que la réalisatrice a beaucoup de choses à dire et un sens du visuel, on remarque aussi pas mal de défauts, un montage loin d'être toujours réussi, l'utilisation d'une caméra à l'image trop propre par moment, au vu de ce que ça montre. Je trouve que ça sort le spectateur du film qui ne croit plus en ce qu'il voit. Dommage, car j'aime beaucoup la représentation de la nature avec cette boue qui prend vie. Les thématiques abordées sont intéressantes, que ce soit la puissance des rêves, le traumatisme, la vengeance, mais c'est peut-être trop commun et amené de manière trop frontale. Pas une réussite à mes yeux, mais on sent un réel potentiel. 5 sur 10. Violent Night, une comédie familiale d'action se déroulant à Noël. Ça aurait pu ne pas fonctionner et passer pour de la série Z. Heureusement, David Harbour porte le film sur ses épaules et on le sent investi. Il a réalisé lui-même la plupart de ses cascades. Puis le lien de son personnage avec celui de la petite fille est touchant. Côté action et référence, c'est pas mal, même s'il y a des choses attendues. La réalisation n'a rien d'exceptionnel, mais fait le taf. L'humour est bien dosé, ce qui fait qu'on passe un bon moment, même si le scénario est des plus simples et que le reste du casting n'est pas particulièrement incroyable. Des combats, du fun et un zeste d'émotion font un cocktail qu'il est bon de déguster en famille. 6 sur 10. Le Torrent. Thriller psychologique où un accident pousse un père et sa fille à mentir au reste de la famille, craignant que cela n'engendre trop de problèmes. C'est fou comme la réalisatrice arrive à maintenir une tension pendant toute la durée du long métrage, ainsi qu'une certaine forme de doute. Les acteurs et actrices sont très bien choisis, les décors naturels et la maison participent grandement à l'ambiance oppressante avec la musique. Franchement, ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est assez efficace, donc 6 sur 10. Troll. Roar Uthaug, réalisateur du dernier Tomb Raider en date, nous livre un film de monstres norvégiens simpliste, avec tous les clichés du genre. La réalisation n'a rien d'exceptionnel, la créature pourrait être bien plus impressionnante et réaliste, même si ça n'a pas à rougir face au MCU par exemple. Les personnages sont archétypaux, l'écriture y va avec de gros sabots. C'est dommage car le mythe du troll n'est pas souvent traité en dehors de la fantaisie. Ça aurait pu être intéressant. En tout cas, il y a mieux à voir, vous pouvez passer votre chemin. 4 sur 10. Kala, drame musical sur
une chanteuse et joueuse de lutte qui n'a pas eu une vie facile entre sa relation compliquée avec sa mère, le poids de la mort de son frère adoptif et le milieu pourri du showbiz. Un film qui, malgré une bonne réalisation, des chansons de qualité et de bons comédiens, reste dans les clous, n'a pas de réelle fulgurance à nous proposer, un poil déçu au vu de sa durée et de ses qualités, ça manque d'émotion et de quelque chose d'un peu plus époustouflant. 5 sur 10. Scrooge, un méchant de Noël. Nouvelle adaptation animée du conte A Christmas Carol de Charles Dickens, avec donc des parties chantées qui ne sont pas toujours du plus bel effet. L'animation est simple mais efficace. Sinon, ça a l'air d'être une adaptation assez fidèle. Il n'y a pas grand chose qui sorte de l'ordinaire. La réalisation n'est pas d'une grande inventivité, dommage pour un film d'animation. Le film vise plutôt un jeune public, même si forcément au vu de la morale, les parents sont également visés. Loin d'être la meilleure adaptation de l'œuvre de Dickens, mais ce n'est pas désagréable. 5 sur 10. L'amant de Lady Chatterley, adaptation du roman éponyme de D.H. Lawrence. Alors moi qui suis habituellement un grand adepte des romances, je dois avouer m'être fait chier comme un rat mort. Tout ne tourne qu'autour de leurs relations sexuelles, ils ont beau appeler cela de l'amour. Ils ne partagent rien d'autre, du moins ce n'est pas montré ou trop peu. Si les acteurs et la réalisation ne sont pas mauvais, ça ne suffit pas à en faire un film intéressant selon moi. Passez votre chemin, il y a bien mieux à voir. 2 sur 10. Warrior of Future. Film d'action hongkongais se déroulant dans un futur assez proche, c'est clairement un film de série Z à mes yeux, même si on sent un certain effort au niveau des CGI et un budget relativement important. L'histoire est cousue de fil blanc, les personnages sont archétypaux, les acteurs loin d'être exceptionnels. Alors Nick Chung est particulièrement mauvais. Si l'action est plutôt bien menée, ça n'arrive pas à nous faire oublier les nombreux défauts du film, qui en font un mauvais film, pas horrible, mais mauvais quand même. 3 sur 10. Senior, documentaire qui revient sur la vie et la carrière du réalisateur avant-gardiste Robert Downey Sr. à travers un mélange de sa propre vision et celle de son fils. Un film touchant, original de par sa forme, mais qui nous apprend finalement assez peu de choses factuellement. Un film qui nous donne envie d'en apprendre plus sur le bonhomme, mais qui reste assez médiocre. 5 sur 10. Sword Art Online, progressive, Scherzo of Deep Night. Second long métrage adaptant le manga Sword Art Online. Une fois encore, c'est assez réussi, on retrouve nos personnages avec plaisir, l'histoire est assez prenante. Même si les enjeux sont moins importants ici, les musiques sont toujours aussi efficaces et entraînantes, la réalisation et l'animation, elles, sont toujours aussi qualitatives, les combats sont peut-être moins épiques et moins présents, mais on finit par passer un bon moment et à en redemander encore. 6 sur 10. Voilà, c'est tout pour le tour de ces 2 semaines. Et oui, ça fait déjà 2 semaines. Bref, il n'y avait pas un film à mettre en avant, ni sur une semaine, ni sur l'autre. C'est un peu dommage. Mais en même temps, avec la fin d'année se rapprochant, et l'énorme blockbuster Avatar 2 qui arrive, forcément, personne n'ose mettre quelque chose de vraiment valable en face. Donc ça risque d'être ça tout le mois. Bref, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!